Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous qui se veut un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un homme politique guinéen, un artiste musicien. Il se fait appeler le général. Je ne sais pas quelle est l'appellation qui sied le plus, mais il est avec nous. Eli Kamano, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Alors, comment vous allez ? Côté santé et famille. Je vais très bien. Ça va. Eli Kamano, chaque fois que vous mettez pied au Burkina Faso, quel est le sentiment qui vous anime? Sentiment de fierté, de reconnaissance envers un peuple qui a adopté ma musique et qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui, le panafricain que je suis aujourd'hui. Parce que le Burkina a été le premier pays dans la sous-région qui a vraiment épousé ma musique, qui l'a écoutée et qui me l'a fait savoir chaque fois que je mets les pieds ici. Eli Kamano, homme politique, artiste, musicien, quelle est l'appellation qui vous sied le plus? C'est comme vous voulez. Je suis artiste, auteur-compositeur. Je fais de la musique engagée il y a plus de 20 ans. Donc, je pense qu'à un moment donné dans mon pays, au regard de toute la situation socio-économique du pays et politique même du pays, je me suis dit qu'il fallait que je sois un décideur à un moment donné. Parce qu'il est bien beau de conscientiser, il est bien beau d'éveiller les consciences, mais si les messages ne tombent pas dans de bonnes oreilles, surtout dans les oreilles des dirigeants, je crois que c'est ce qui m'a amené à m'engager en politique et à créer un parti politique pour éventuellement impacter la vie de mes concitoyens. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais à 40 ans aujourd'hui, Eli Kamano, quand vous regardez votre parcours, beaucoup de jeunes de votre âge n'auraient pas fait mieux. Qu'est-ce qui explique cet engagement, ce dévouement-là? Ça a commencé à quel âge déjà? Ça a commencé très tôt. Je pense que, comme l'a dit Fran Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Moi, je pense que dès le collège, j'ai découvert ma mission. J'ai compris à travers la littérature africaine, à travers l'engagement des poètes à l'époque, justement, des écrivains et tout, qui n'étaient pas des politiques, mais qui se sont battus pour la libération de l'Afrique. J'ai compris que j'avais un rôle à jouer. Et c'est à partir de là que je me suis engagé. Est-ce que la famille déjà nucléaire avait commencé à s'inquiéter pour vous dès le bas âge? Très bien, et bien sûr. Mon père s'était farouchement opposé parce qu'il était pilote et il a dit non, il faut que tu fasses, tu termines tes études et que tu sois pilote comme moi et tout. Mais voilà, je pense que le destin a décidé autrement. Et avec le papa, ça n'a pas été facile? Pas du tout. Ça n'a pas été facile parce que il a fallu l'intervention de toute la famille, des oncles, des tantes qui comprenaient mon engagement et mon choix et qui ont dit que on n'est pas né forcément pour que nos enfants deviennent ce que nous sommes ou que nos enfants embrassent la fonction que nous avons exercée, mais chacun a son étoile et Dieu merci, il a compris avant sa mort, Père son âme, et voilà. Est-ce qu'il y a eu un semblant de pardon entre vous et papa avant qu'il ne décède? Bien sûr. Il y a eu, après, il me fréquentait. Il était très fier. Après, il me donnait même des conseils sur mes morceaux. Il me disait non, ne dis pas ça, ne sois pas trop, ne va pas frontalement contre les gens. Il faut être un peu diplomate dans la musique. Après, voilà, parce qu'il avait 76 ans maintenant. Ouais. 76 ans. Ouais. Avant de partir, est-ce qu'il vous a laissé un message qui vous marque toujours? Oui, le message qui me marque toujours, c'est quand il m'a dit « Occupe-toi de tes frères, tu es l'aîné, tu es le grand frère, il ne faut pas accepter que... » Parce qu'il sait que je suis un homme très dur, j'ai des principes, alors il y a des frères avec lesquels, voilà, moi je mets une croix tout de suite quand tu mets, après il me dit « Non, il faut que tu rassembles tout le monde, il faut que tu acceptes d'être un dépotoir, comme ton grand-père l'a été, comme je l'ai été pour toi-même, donc essaye d'être là pour tout le monde. » Et la maman, elle finalement? Elle vit. Et qu'est-ce qu'elle disait de votre engagement, de la détermination? Elle est la seule qui m'avait soutenu. La seule qui vous a soutenu? Ah oui, elle m'a soutenu. Vraiment, elle était là. Elle a mis les moyens qui étaient à sa disposition, qu'elle pouvait mettre à ma disposition afin que je puisse faire de la musique, que je parte au studio pour faire une chanson, 2 chansons, parce que c'est pas facile. À l'époque, faire une chanson ou 2 chansons, aller au studio, il fallait un petit moyen. Donc,
Mais avec un papa pilote, quand même, logiquement, ça devrait aller parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, mon père n'a jamais mis les moyens dans ma musique. Il n'a jamais mis 5 francs dans Non, il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Oui. Il n'a jamais voulu le faire parce qu'il se disait que j'avais emprunté le mauvais chemin. Moi, je le comprends et je le remercie parce que ça a été un défi pour moi. Je voulais être fier de papa et c'est ce qui m'a amené à réussir dans la musique. Parce que au-delà de tout ce qu'il pensait, qu'il croyait, il pensait que je m'étais lancé dans la délinquance. Et moi, je lui ai dit, papa, écoute, je te fais une promesse, parce que je sais que tu as peur que je ne me lance dans la délinquance, mais je te promets que je ne toucherai jamais à la drogue et que je ne fumerai jamais de cigarettes. Et jusque-là, je suis dans cette promesse. Jamais, ma vie. Oui, parce que les gens arrivent à tout le temps accrocher aux dreadlocks, l'alcool, le tabac et tout ce qu'il y a comme danger dans la société. Tout à fait, les vices. Oui. Donc moi, je lui ai fait cette promesse et ma mère m'a dit, écoute, tu veux chanter? Je dis oui. Bon, elle a pris des livres, des bouquins, des ouvrages, elle a mis à ma disposition, elle dit, je te recommande de lire, de te cultiver et puis ton message sera orienté vers l'humanité. Mais si tu n'es pas cultivé, tu seras très restreint dans ta musique et dans tes thématiques. Donc aujourd'hui, je remercie mes parents. L'un qui m'a lancé un défi, mon père qui ne voulait pas que je chante, et ça a été un défi pour moi. Et l'autre qui m'a encouragé en me poussant vers la musique. Du coup, la maman est un tout pour vous. Hein. Aujourd'hui, c'est elle qui est au début et à la fin de tout processus à votre niveau. En tout cas, au niveau carrière. Au niveau sociétal aussi, peut-être que vous dites, je lui dois tout, parce que le papa n'y est plus. Non, au niveau sociétal, l'éducation que j'ai reçue, le fait que je sois un homme de principe est très dur, ça c'est de mon père. Parce que j'ai été élevé chez mon père pas comme un enfant gâté, hein, ça je peux vous le dire. La vie ça n'a pas été rose pour moi, chez mon père. Hein. Parce que là-bas, c'était, lorsque je partais jouer au football, il allait me chercher lui-même et me ramener à la maison, prenait des livres et mettait dans mes mains et me disait, c'est ça ton travail, c'est pas le football. Et voilà. Ça n'a pas été facile. Alors, finalement, pourquoi le genre musical reggae? Le reggae, parce que le reggae est plus audible, à mon avis. J'avoue que j'ai commencé la musique par le rap. Parce qu'à l'époque, c'était le phénomène qui avait envahi la couche juvénile mondiale, je peux le dire ainsi, des États-Unis en France, la France en Afrique et tout. Et donc, moi, j'ai commencé aussi par le rap. On a mis en place un groupe de rap. Ensuite, en 2005, j'ai réalisé que mon message ou mes messages ne touchaient pas les cibles que je voulais toucher. Donc, il fallait une autre forme de musique avec laquelle je pouvais être plus audible. Et c'est pourquoi j'ai choisi le reggae. Et ça m'a vraiment réussi. Je pense que ça m'a réussi. Je pense. Reggae, dreadlocks, le regard de la société de façon générale au-delà de la famille, est-ce que vous en avez souffert à un moment donné? Bah oui, naturellement. Ça existe partout. Hein. Ces clivages, ces considérations. Moi, j'en ai souffert parce que même étant en politique, les gens ont dit, mais Eli, il faut que... Voilà. J'en ai souffert. Quand même sur les dreadlocks, parce que jusqu'à présent, même un jeune qui commence à faire la musique, qui laisse les cheveux pousser jusqu'à un certain niveau, le regard, quand même, c'est avec beaucoup de mépris qu'on regarde la personne. Bon, je ne dirais pas avec beaucoup de mépris, mais avec un peu de méfiance, parce que ça écorche la crédibilité et de la société. Les gens pensent que porter les dreadlocks, c'est déjà... a priori, c'est être un délinquant, c'est être catégorisé dans une couche sociale qui n'est pas bien acceptée au sein de nos sociétés. Mais en réalité, je pense que les gens doivent faire une rétrospective par rapport à notre histoire avant qu'on nous amène toute cette civilisation et cette culture de l'Occident. L'Afrique avait ses réalités et les tresses, ça vient de l'Afrique. Et lorsque vous regardez dans le rétroviseur, il y avait des tresses qui étaient même encore plus compliquées, plus complexes et plus extravagants, je peux dire, que le dreadlocks. En fait, le dreadlocks, c'est une expression. Ça veut dire que tu laisses les cheveux dans leur état naturel, pousser, et puis voilà quoi. C'est un peu ça. Et ce n'est pas souvent le manque d'entretien justement de ces cheveux-là qui crée toutes ces polémiques-là? Non. Nous, bon, il y en a qui n'entretiennent pas, mais... Est-ce que c'est dur à entretenir? Il y en a qui non. Est-ce que les dreadlocks, c'est difficile à entretenir? Non, oui, parfois, c'est difficile à entretenir. Ça demande des moyens. Parce que ce soit dreadlocks ou vous voyez les femmes, comment elles mettent les moyens pour entretenir les cheveux. Donc, moi, je pense que
ce n'est pas une question de dreadlocks ou pas, mais les cheveux, il faut les entretenir. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui le font pour une question de mode. Parce qu'ils veulent tout simplement une question de contagion, parce que c'est la mode, ça a été fait par tel artiste, je vais le faire aussi, ça a été fait par Bob Marley, je vais le faire aussi. Mais en réalité, pour moi, c'est pour m'identifier à un prophète, au premier précurseur du reggae dans le monde entier. Et je crois qu'à travers cela, je peux facilement être identifié dans la société, pas comme étant un drogué, pas comme étant un artiste qui incite à la perversion, à la propagande et tout, mais comme un artiste intellectuel qui traite des thématiques qui concernent l'Afrique et le monde. Et donc, quand vous voyez mes messages et que vous voyez ma tête, tout de suite, vous pouvez vous dire, ah, il porte des dreadlocks, mais il a quelque chose dans la tête quand même. Voilà. Il faut le dire également, la musique reggae, de façon générale sur le continent africain, c'est une musique de revendication. Tout à fait. Dans un pays comme la Guinée-Conakry, est-ce que vous vous êtes dit, je vais faire face à un mur par rapport à mes chansons, par rapport au thème que j'aborde? Bon, tout au début, je ne m'étais pas fixé cela comme, comme barrière ou comme objectif. Moi, j'ai décidé de faire du reggae parce que même dans le rap déjà, j'étais très très agressif en termes de messages. Ah oui. J'étais très engagé. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai constaté que je voulais toucher plus de monde. Je voulais toucher l'humanité. Je voulais que mes messages soient portés, orientés vers un autre public plus large que celui de la Guinée. Voilà pourquoi j'ai dit, attention, le reggae, j'ai vu Bob Marley, je l'ai écouté, Lucky Dubé, Alpha Blondy et tout. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme eux? J'ai la voix pour le faire. J'ai la culture, l'instruction, j'ai la maîtrise de certaines thématiques. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, en 2006 déjà, je vais commencer par mon pays. Alors, je me t'ai farouchement attaqué au régime du feu président Lansana Conté dans mon premier album reggae qui s'intitulait Djeli Bankan. Dans cet album, j'ai chanté des morceaux comme Adieu mon pays, j'ai chanté des morceaux comme Koudey. Le Koudey, ça veut dire l'éternité, un président éternel qui ne veut pas partir. Donc, voilà comment c'est parti. Je me suis lancé carrément dans ça. Et ce qui est bien de préciser dans cette émission, c'est que la plupart des artistes reggae sont très cultivés, contrairement à ce que l'opinion pense. Parce qu'il faut beaucoup lire. C'est ce que tout à l'heure j'ai dit. Oui. J'ai commencé par vous dire que ma mère m'a bombardé de livres et tout. Elle m'a dit, si tu veux faire de la musique, il faut que tu sois prêt, que tu sois armé culturellement, parce que tu dois maîtriser les thématiques du monde entier, le fonctionnement du monde entier, pour essayer de transmettre aux autres qui ne sont pas au même diapason que toi ces messages. En 2006, quelle était la réaction des autorités déjà dans vos premiers albums? Persécution et intimidation. Voilà. Le général Lansana Conté, on l'avait vu, il était pratiquement, excusez-moi du terme, mourant parce qu'on a vu dans un fauteuil roulant jusqu'à sa mort. Est-ce que c'est ça qui vous a davantage choqué à dire il faut impérativement qu'on arrête ce genre de gouvernance là dans nos pays? Avant ça, je le disais déjà dans le rap. Oui. Mais apparemment, en 2006, les choses ont changé. Ont changé, oui. Exactement. Quand je suis venu avec ce genre musical, qui est le reggae, ça a eu beaucoup d'impact. Et j'avais raison de le faire. Après, j'ai été intimidé par ses proches, j'ai été intimidé par le service de renseignement, intimidé par des gens par-ci par-là, et ça m'a requinqué, ça m'a donné beaucoup plus de force. Est-ce qu'on allait jusqu'à vos parents pour leur dire de parler à leurs enfants, Bien sûr. Mon père m'a appelé, il m'a interpellé un jour, il m'a dit, il faut que tu arrêtes d'attaquer frontalement les gens. Il faut que tu arrêtes parce que, tout à l'heure je l'avais dit, non? Oui, voilà, il faut que tu changes de message, il faut que tu sois plus doux. Je dis, mais papa, je viens de commencer, je n'ai rien fait encore. Je dis, les messages seront encore plus durs dans l'avenir. Et c'est ce qu'on a constaté parce que de 2006 en 2017, les choses sont allées très vite et même très très vite parce qu'en 2017, vous avez commencé à dire non au 3e mandat d'Alpha Condé. Un opposant historique qui gagne le pouvoir, qui finit par devenir un problème. Est-ce que vous attendiez à un tel comportement de sa part? Pas du tout. Mais j'ai toujours dit que Alpha Condé, c'est un président qui n'était pas venu à son époque. Parce qu'il ne faut pas oublier un aspect. Il faudrait que les gens comprennent que l'Afrique a une population très jeune. Et cette population jeune, on a besoin de dirigeants jeunes, des dirigeants qui répondent à l'époque dans laquelle ils sont en train de gouverner les peuples. Alpha Condé serait venu en 1990. En 1988, il aurait bien gouverné les Guinéens qu'il allait trouver parce que eux, ils allaient être dans son esprit. Mais il est venu à l'ère de la mondialisation et à l'ère où la jeunesse a le pouvoir. Donc,
On ne peut pas aujourd'hui. Moi, par exemple, en Guinée, quand j'ai commencé à l'attaquer, à le critiquer, les gens disaient, mais c'est ton père. C'est légal, il a le même âge que ton père. Donc, parler de lui ou d'une certaine manière, c'est lui manquer de respect. Donc, vous comprenez. Alors, c'est pour vous dire qu'il était en déphasage avec l'époque. Ça causait beaucoup de problèmes parce qu'il s'est fait entourer par les personnes de son âge, qui n'étaient pas de notre époque. Donc, il faut que les Africains comprennent déjà que... Donc, vous voulez dire quoi? C'était un président déconnecté de la réalité de la Guinée-Conakry. Mais c'est clair. La mondialisation aujourd'hui ne tolère pas les canards boiteux. Ça va tellement vite qu'il faudrait que nos dirigeants même soient dans l'ère de la nouvelle technologie et tout. Mais si tel n'est pas le cas, ça devient très compliqué. Est-ce que le cas Alpha Condé, le choc n'est pas venu du fait qu'il veuille faire un troisième mandat? Non, le troisième mandat est venu pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas si vous voulez, en adéquation avec les réalités du pays. Parce que il n'avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Moi, j'ai tout fait, je suis passé par tous les moyens, j'ai compris que autour de lui, c'est les gens qui avaient fini par lui dire non, vous êtes l'homme providentiel, vous êtes celui-là même qui peut sauver la Guinée, qui peut... Donc, voilà comment... Parce que moi, en 2017, déjà, j'avais commencé, j'ai été le premier martyr de la lutte contre le troisième mandat, arrêté, parce que je dénonçais déjà les promoteurs, ceux qui encourageaient Alpha à se présenter, et c'était pas les moindres, c'était des ministres, et des directeurs, des maires et tout. Est-ce qu'à un moment vous êtes dit, cette classe politique-là, elle est dépassée, il faut qu'on arrive à la bouter hors du pouvoir d'État en Guinée-Conakry? Ça a été mon combat, oui. Mais j'ai été très mal compris. Vous savez, la sociologie guinéenne aujourd'hui est un grand problème parce que le repli identitaire dans notre pays fait barrage à toutes les idéologies que moi je prône. Parce que vous ne pouvez pas parler en Guinée aujourd'hui sans toucher une ethnie, sans toucher un leader. Parce que aujourd'hui, dans mon projet de société par exemple, au sein de mon parti politique, moi j'ai dit au niveau politique, je fais cette parenthèse pour répondre à votre question. Au niveau politique, il faut bipolariser la scène politique en Guinée. Parce qu'il y a trop de velléités communautaristes dans notre pays. Trop de velléités communautaristes. Tout leader qui appartient à une communauté, à une ethnie, dès qu'il crée un parti politique, il est rejoint par les militants ou par les citoyens des hommes de son ethnie. L'ethnocentrisme est très développé en Guinée-Conakry. Très développé. Très développé. Alors nous sommes encore à ce niveau. Nous sommes 60 ans d'indépendance. Nous sommes encore à ce niveau, malheureusement. Restons sur le cas Alpha Condé. En 2017, vous avez été arrêté et relâché 3 fois. Et les autres opposants, finalement, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils se disaient, est-ce que ce jeune homme ne va pas se fracasser seul? Bon, je n'attendais pas ou je ne comptais pas sur l'avis ou la réaction des autres opposants. Parce que vous savez, ils sont de leur côté, oui, et ils vous laissent, vous jeunes, aller devant, quitte à ce qu'ils puissent récolter après les fruits de votre lutte. Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'on vous laissait seul aller dans le charbon, comme on dit? Bon, je ne me suis pas fait de telles idées, parce que je me dis que lorsqu'on se bat pour son peuple, on n'attend rien de lui. Le peuple même pour lequel vous vous battez peut ne pas être reconnaissant envers vous. Et moi, je me suis engagé, inscrit dans un registre. Et ce registre est un registre patriotique. J'ai vu combien de fois les Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Sékou Touré se sont sacrifiés pour leur peuple. Et après, j'ai vu d'autres Africains parler d'eux comme si c'était des diables. Alors j'ai tiré ma conclusion. Je me suis dit, si je dois me battre pour mon pays, si je dois me battre pour cette Afrique, je le ferai sans arrière-pensée et sans rien attendre. Et en Guinée, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'attendais pas un soutien de qui que ce soit. Je le faisais parce que je me disais que l'histoire a un tribunal qui va juger tout le monde. L'arrestation, la première en 2017 déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que ceux qui vous ont interpellé vous ont torturé? Est-ce que c'était très difficile pour vous? En 2017, j'ai été trahi flagramment sur le terrain. Trahi? Oui. J'étais avec des gens de la société civile. On était une centaine de personnes, mais des leaders. Alors, on est allé, la marche est allée de chez moi, on est parti de chez moi pour rallier un rond-point, un grand rond-point très connu à Conakry. Mais la marche était interdite. C'est important de préciser. Non, la marche était interdite. Oui. Et il y a même le ministre d'État, que M. Alpha Condé, le président Alpha Condé à l'époque, qui était venu me voir, la nuit, la veille.
il a passé 2 heures avec moi où il me dissuadait d'arrêter, de ne pas sortir et tout. Je lui ai dit, mais j'ai déjà donné ma parole. Moi, je suis un homme de parole. Quand je donne ma parole, au risque de ma vie, il faut que je respecte ma parole. Et c'est ainsi que le lendemain, on est sorti. On avait tous des t-shirts blancs sur lesquels il était inscrit des slogans. Pas de corruption, on ne veut pas de troisième mandat. Plusieurs slogans. On est à 100 mètres de l'endroit où on devait tous se regrouper. Et puisque moi j'étais devant, chacun s'est cherché dans le quartier parce que de loin, à 100 mètres, on a vu le rond-point était noir de policiers, de gendarmes et tout. Eh bien, j'ai constaté que tout le monde était parti dans les quartiers. Vous n'avez pas de militants sincères autour de vous ou quoi? Non. Bon, la sincérité dans un combat relève du niveau de patriotisme que chacun a. Moi, quand j'ai constaté cela, j'avais 2 choix. Fuir, tuer mon combat ou affronter le danger. Moi, je suis parti, j'ai affronté. J'étais seul. Seul? Tout seul. Je suis allé. On m'a pris, ils m'ont roué de coups, ils m'ont mis dans le pick-up et ils m'ont envoyé. Voilà, en prison. Et quand vous êtes arrivé en prison, quel était le motif? Quel est l'argument qu'on a utilisé contre vous? L'argument, c'est manifestation pour incitation, je sais pas, pour manifestation interdite et pour avoir, c'est pas le terme qu'ils ont employé, pour avoir troublé l'ordre public, voilà, trouble à l'ordre public, et puis voilà, on m'a foutu dedans là. Et qu'est-ce qu'on vous a dit en même temps? Est-ce qu'on va vous torturer? Vous allez subir toutes Non, à l'époque, ils ne pouvaient pas me torturer, parce que vous savez, l'artiste est une patate chaude. Torturer un artiste, j'avoue que c'est pas facile. Parce que vous avez 2 choix. Ou le faire disparaître, chose qui n'est pas facile, ou le laisser en prison, il purge sa peine et il ressort. Moi, ça a toujours été mon cas. Mais quand vous êtes arrivé en prison, vous étiez avec d'autres détenus? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement? Vous êtes un artiste connu. Matin, ils sont assis, on vient... Chaque fois que je suis rentré en prison, ça a crié. Les détenus, ça crie mon nom chaque matin. Général. C'est comme ça. C'était une fierté pour vous de voir que même en prison, on reconnaissait le combat que vous étiez en train de mener? Une grande fierté. Oui. Une très grande fierté. Et je peux vous rassurer que même jusque là où je vous parle, je suis encore en contact avec beaucoup de détenus qui voient en moi un libérateur, un leader. Et chaque fois, ils m'envoient des messages pour me dire, nous voyons tout le combat que tu mènes pour la Guinée, nous t'encourageons et tout. Parce que vous ne pouvez pas penser que les gens ne voient pas votre combat. Il y a des gens peut-être qui sont inactifs, il y a des gens qui ne viennent pas à côté de vous, qui ne sont pas présents quand vous faites ces choses, mais qui sont dans votre esprit. Et la première fois que je suis rentré en prison, je l'ai senti, je l'ai constaté, et j'étais fier. Parce que chaque matin, dans la cour de la prison, et tous les gars étaient autour de moi. Ça débattait. On discutait, ça débattait. Oui. Ah oui, ça débattait sur la situation du pays. Et voilà. Je me sentais pas en prison, je me sentais à la maison. Est-ce que de la prison, vous avez eu des échos du genre, les gens étaient dehors pour vous défendre, ou personne ne vous a défendu quand vous étiez en prison? Si, bien sûr. Bien sûr, il y a eu beaucoup de manifestations. Moi, j'ai été arrêté, on m'a envoyé à 600 km de Conakry, la capitale, où la population s'est révoltée. Déjà, il y a eu un soulèvement. On m'a enlevé là-bas, on m'a envoyé à Zérékoré, à 1000 km, où la population s'est révoltée. Après, ils étaient obligés de me relâcher. On vous relâche, qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'avait demandé de faire un engagement. Genre, je vais plus. Du genre, je ne vais plus manifester et tout. J'ai dit non, je ne signerai pas. Ils sont passés par ma mère. Ma mère a dit il ne le signera pas. Je sais qu'il ne le fera pas. Le gouverneur à l'époque a dit mais c'est votre fils. Elle dit je sais que c'est mon fils, mais je sais qu'il ne le fera pas parce que je le connais. Alors ils sont venus, ils m'ont envoyé le document, je l'ai lu et je l'ai déchiré. Là c'était un nouvel affront. Ben oui. Et cet affront-là, comment ils l'ont perçu? Le gouverneur a appelé le président Alpha Condé, il lui a dit je crois que cet homme veut nous créer des problèmes, il faut le relâcher. Ils m'ont relâché. Et quand vous êtes sorti? Quand je suis sorti, il m'avait demandé de ne pas venir la journée en ville pour ne pas créer de troubles. Parce que les gens attendaient, parce que les gens avaient l'écho de ma libération. Donc tout le monde voulait manifester, sortir et tout, m'accueillir. C'est ainsi qu'ils ont contacté ma mère. Ils ont demandé à ma mère de me dissuader, de ne pas venir rentrer la journée en ville, dans la ville, à Conakry.
Donc, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, ah, écoute, je veux que tu rentres la nuit. Je dis, pourquoi? Et elle m'explique le pourquoi. Je dis, maman, je suis né à quelle heure? Et quel jour? Elle m'a dit, tu es né un vendredi à 14h. Je dis, je vais rentrer à 14h. Et je suis rentré à 14h. Mais il fallait voir la foule. Et ça la dérangeait. C'était un moment historique pour vous. Ben oui, historique, bien sûr. Parce que c'est des moments, pour nous, de victoire. Est-ce que c'est cette foule-là qui vous a flatté que vous pouvez devenir président de la Guinée-Conakry? Non, ce n'est pas cette foule, mais c'est mon contact direct avec le peuple tous les jours. Le contact quotidien que j'ai avec le peuple. Ce contact naturel que j'ai avec le peuple. Vous savez, la richesse ne repose pas sur les biens matériels ou sur le bien matériel que nous avons. Vous comprenez? Mais la richesse, je l'ai compris. Et j'ai mesuré le degré de richesse que j'ai en Guinée à travers le contact et les liens que j'ai avec les relations que j'ai établies avec le peuple de Guinée. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a amené à avoir cette ambition de briguer la magistrature suprême. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Vous avez des milliers de personnes qui étaient dans les rues de Conakry pour vous accueillir. Les acteurs politiques de l'opposition à l'époque, est-ce qu'ils vous ont appelé? Ils étaient contents de cette libération? Bon, oui. Certains m'ont appelé. On a l'impression que ce n'était pas si évident que ça. Certains m'ont appelé, pour m'encourager, mais c'est à partir de là qu'on a décidé de mutualiser nos forces. Voilà. Donc, ils ont compris que vous étiez une force en fait en ce moment. Non, ils le savent tous parce que beaucoup sont dans l'opposition aujourd'hui. Ils étaient dans le régime de Lansana Conté lorsque moi je critiquais le régime déjà. Donc ils savent que moi, je suis fidèle à mon engagement, je suis fidèle à mon combat. Et parce que mes objectifs sont très clairs. Vous pouvez être aujourd'hui dans le système, pendant que moi je combats le système. Demain, vous êtes révoqué de vos fonctions, vous créez un parti politique, vous venez à l'opposition et vous vous retrouvez dans mes messages. Parce que le reggae, naturellement, est une musique de l'opposition. Et c'est une musique universelle également. Oui. Alors, je me suis retrouvé dans plusieurs cas comme ça, des gens qui étaient dans le système, dans le pouvoir que j'ai critiqué, après qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, parce qu'ils sont tombés en disgrâce, et qu'ils se sont retrouvés avec moi, parce qu'ils se disent, ouais, tu mènes un bon combat. Mais quand ils étaient au sein du pouvoir, j'étais leur ennemi. C'est comme ça. Et quand vous êtes sorti, vous vous êtes dit, c'est maintenant que le combat commence contre Alpha Condé, ou bien pas de troisième mandat en Guinée-Conakry? Ben oui. Pour moi, le combat a commencé depuis... Mais ça a dû changer un peu les choses. De la prison à être dehors quand même, est-ce que ça n'a pas encore davantage renforcé votre engagement, votre détermination à combattre le troisième mandat d'Alpha Condé? Vous savez, chaque fois que moi je suis allé en prison, ça m'a davantage riquinqué. Apparemment, vous aimez finalement la prison, vous? Non, pas que j'aime la prison, mais j'aime mon combat. Ouais. C'est pas un amour que je... Certains vous diront, j'ai peur d'aller en prison, donc souvent, je lève un peu le pied. Exactement. Exactement, comme ça se passe actuellement, présentement, avec le régime en place. On reviendra là-dessus. Voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas que j'aime la prison. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Une fois, je me suis fait arrêter par des gendarmes. J'étais dans leur pick-up et ils me demandaient de m'asseoir. Je dis, je refuse, je ne m'assois pas. Alors, leur chef leur a dit, attrapez-le parce qu'il est capable de sauter, parce que je le connais. Et il y a un citoyen qui passait, qui a dit, oh, Eli Kamono, il aime toujours aller en prison. Alors, pendant que je partais en prison, je m'étais fait arrêter parce que on avait fermé les classes. Il y avait un problème entre les syndicalistes et M. Alpha Condé qui ne s'entendaient pas. Donc, les classes sont restées fermées et les enfants ne partaient pas à l'école. Moi, je suis allé dans les Grandes Gueules, une des émissions les plus écoutées là-bas. J'ai menacé, j'ai demandé à Alpha Condé de trouver un compromis. Sinon, j'allais demander au peuple de descendre dans la rue. On m'arrête, on m'envoie en prison, et toi-même qui me dis, ah, Eli Kamono aime aller en prison, tes enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école. Donc après, je me suis assis, j'ai réfléchi, je dis, bon voilà, ça ressemble au genre de personnes qui te disent, tu pleures toute la nuit pour elle. Tu as les yeux rouges, le lendemain, ils te demandent, mais pourquoi tu as les yeux rouges? C'est un peu ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on abandonne le combat. Ça n'altère pas le combat qu'on mène. Ça ne décourage pas du tout non plus. Pas du tout. On continue. Alors, Alpha Condé, le combat s'est poursuivi. 3 ans plus tard, 2020, vous décidez d'être candidat à la présidentielle en Guinée-Conakry, avec notamment un parti politique que vous avez créé. J'ai le nom, c'est le Parti guinéen de la solidarité et de la démocratie. Le PGSD. Alors, voilà, tout à fait. De la musique à la politique. En franchissant le pas, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit qu'il fallait que je sois un décideur. Parce que impacter la vie de mes concitoyens avec la musique, ça ne pourrait pas suffire. Et je me suis dit que j'avais les facultés intellectuelles, culturelles et sociétales
politique même de gérer une portion de pouvoir. Parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que les gens me disaient, ah Eli, est-ce que je leur dis, mais écoutez, demain, si je gère mal, confrontez-moi à mes messages, confrontez-moi à tout ce que j'ai dit dans ce pays-là. Parce que j'ai passé tout mon temps à dénoncer, à mettre en lumière les tares de la société, les tares de nos gouvernants. Alors si demain je fais mal, vous êtes libre de me confronter à mes propres propos. Donc, laissez-moi aller en politique et tenter ma chance. À l'annonce de votre candidature, on a vu une foule en liesse et autres. Les gens étaient très, très contents. Est-ce que vous vous êtes dit, je suis le prochain président de la Guinée-Conakry? Pas que je me suis dit, je serai le prochain président de la République de Guinée. Ça, vous en êtes sûr à 1000%? Je suis sûr à 1000% que je vais gouverner dans ce pays-là. Il y a un fait déjà qui peut un peu peut-être nuancer vos propos de tout à l'heure. Oui. Il fallait payer 800 millions de francs guinéens. Oui. Pour être la candidature, vous n'avez pas eu les ressources jusqu'à la fin, vous avez lancé une collecte, vous n'avez récolté que 21 millions. Est-ce que finalement, entre la popularité dehors, on vous applaudit et les faits réels, il n'y a pas un véritable fossé? J'avais récolté 400 millions, oui. La moitié. La moitié, oui. Oui. Mais les 400 millions n'ont pas suffi. N'ont pas suffi. Est-ce que déjà, ce n'est pas un camouflet pour vous? Non, vous savez, cette culture-là, les gens ne l'ont pas en Guinée encore. Oui. Vous comprenez, c'est ça la particularité déjà de la jeunesse. L'inspiration que nous avons, que les autres politiques n'ont pas. Vous savez, aux États-Unis, tous les candidats que vous voyez, voilà, c'est une pratique qui existe là-bas. Le président Sékou Touré, en 1954, il n'avait pas les moyens de payer sa caution pour être candidat à l'Assemblée française. Donc, c'est les coxeurs au port autonome de Conakry, parce qu'il était déjà activiste, il était déjà syndicaliste, qui ont cotisé pour lui payer les 5 000 francs CFA. Donc, c'est en m'inspirant de tout ça que je me suis dit, pourquoi ne pas demander une cotisation, une contribution de la population, afin que je puisse trouver ma caution. Parce que je ne suis pas un voleur, je n'ai jamais été un commis de l'État pour détourner de l'argent, comme les autres le font, comme les autres politiques le font, qui ont été aux affaires, bien sûr. Ça va marquer la différence entre les autres et moi. Ça va prouver aux populations, au peuple, que j'ai l'intention de gouverner, que cet homme qui va arriver, au moins aura un devoir envers nous pour avoir contribué à son élection. C'est un peu dans cette optique que je suis allé. Mais ça n'a pas marché finalement. Non, j'ai eu la moitié quand même. Ça prouve la volonté parce que le Guinéen, n'oublie pas que le Guinéen, le Guinéen vit avec moins de 5 000 francs guinéens par jour. Donc c'est pas facile pour le citoyen lambda en Guinée. Et qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Puisque votre candidature n'a finalement pas été validée. Non, la candidature n'a pas été validée. Non, pas qu'elle n'a pas été validée. Je n'ai même pas postulé. C'est pas pu aller me présenter. Vous l'avez annoncé publiquement, mais vous n'êtes pas arrivé au bout de ce... On a pris 21 millions dont vous avez parlé. On a acheté du matériel. On est allé. Il y avait une école délabrée, un établissement qu'on est allé complètement. On a refait la peinture. On a fait des tablements et tout. Et puis, c'était aussi à la période du Covid. On a aussi acheté plusieurs kits qu'on a distribués à la population. Et le reste, on a mis dans les caisses parce qu'il y a des futures échéances aussi qui arrivent. Alors, il reste combien de cet argent que vous avez collecté? Ah non, c'est pas à moi de vous le dire. Si vous voulez être transparent, vous devez savoir. Non, je vous dis, le parti, il vit. Le parti vit tous les jours, le parti fait des activités. Donc, il y a, au cours des assemblées générales, il y a un compte-rendu qui est fait par le trésorier. Donc, à nos jours, parce que nous avons des fédéraux, on a des représentants de Conakry jusqu'à l'intérieur, jusqu'à Yomou, donc nous avons des fédéraux qui fonctionnent aussi. Alors, je ne pourrais pas à date vous dire, ça reste tel et tel, parce que ces chiffres-là, c'est pas moi qui les gère. En tout cas, ceux qui ont mis leur argent dedans vont se poser des questions. Non, ils sont très satisfaits de la gestion de la chose parce que dès après cette candidature qui n'a pas été possible par manque de moyens, on a fait un point de presse au cours duquel on a expliqué aux uns et aux autres ce qu'on allait faire de l'argent. Parce que c'est des sympathisants, c'est des militants, c'est des partisans. Donc, chacun a cotisé à hauteur de 100 francs CFA, 1000 francs CFA. Donc, tu ne vas pas te mettre à retourner à rembourser 1000 francs, 100 francs à quelqu'un. On leur a dit, comme vous l'avez fait, nous avons des activités à faire. Nous allons essayer de trouver d'autres moyens pour compléter en attendant les futures échéances électorales. Eli Kamano, finalement, Alpha Condé est passé par la force, on a envie de dire, 3e mandat validé. Coup d'état militaire, il est renversé donc par celui-là qui était presque son homme, à la personne de Mamadou Doumbouya. Nous avons tous été réveillés un matin en train de voir le spectacle en Guinée-Conakry. Est-ce que quand le coup d'état est arrivé, vous avez applaudi dès les premiers moments? Oui, je l'avoue. Je l'avoue.
Je l'ai applaudi. Sans connaître l'homme. Sans connaître l'homme, je l'ai applaudi. Ce n'est pas l'homme que je cherchais à connaître, c'est l'action que j'ai jugée. C'est l'action, l'euphorie m'a amené tout de suite à me prononcer. Parce que nous considérions Alpha Condé comme un despote, un dictateur, quelqu'un qui nous bâillonnait, quelqu'un qui utilisait nos moyens pour acheter des armes pour protéger sa gouvernance, notamment les forces spéciales qu'il a mis en place, équipées, pour réprimer les manifestations. Donc, c'était un ouf de soulagement, pas que pour Elie Kamano, mais pour tous les Guinéens. Mamadi Doumbouya, vous ne le connaissiez pas avant? De nom, je le connaissais. Oui, de nom. De nom. Oui. Et rapidement, vous lui faites confiance sans le connaître? Comme tous les Guinéens, comme 90% des Guinéens. Voilà. Et le pouvoir de Mamadi Doumbouya, finalement, on se rend compte que plus le temps passe, vous commencez à avoir des problèmes avec ce régime. Vous avez déjà dit que ce régime va tomber parce qu'il ne tient pas parole, et avec la nouvelle constitution en perspective, est-ce que vous commencez à avoir des inquiétudes de retour en Guinée-Conakry? Vous avez peur d'être arrêté à nouveau? Non, mais être arrêté, c'est pas une inquiétude pour moi. C'est devenu un fait banal. C'est trop banal pour moi. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est se faire arrêter pour des causes nobles. Oui. Je pense que c'est plus important la raison ou les causes pour lesquelles on se fait arrêter que même l'arrestation. Pour moi, Mamadi Doumbouya est un échec. Il a été à un moment donné un espoir pour la Guinée, mais c'est un désespoir aujourd'hui. Je le dis parce qu'il nous a fait rêver par un discours panafricaniste, il nous a fait rêver par un discours nationaliste, il nous a fait rêver par un discours patriotique, il nous a fait rêver par un discours de rupture. Et aujourd'hui, nous voyons le contraire. Donc, ce n'est pas des paroles qui ont été jointes aux actes. Et pour moi, il est légitime et normal dans mon combat, dans mon rôle d'artiste, de reggaeman, de me dissocier de ça. Et c'est ce que je fais. Qu'est-ce que vous en voulez concrètement? Est-ce que c'est la nouvelle constitution, mais vous sentez en cette équipe une volonté de s'accrocher au pouvoir pour toujours? Déjà, Mamadi Doumbouya, dès le départ, a fait une erreur de casting. Le choix est tombé sur des personnes qui ont des calendriers cassés, qui ont des intentions très claires. C'est de faire en sorte que Mamadi Doumbouya s'éternise au pouvoir pour 17 ans encore. Parce qu'ils lui disent, ah, tu es jeune, tu peux encore rester au pouvoir. Il n'y a personne, comme on le chantait, on murmurait dans les oreilles de Dadis, comme on le faisait dans les oreilles de Alpha Condé. Et ce sont des apatrides. Parce que l'ennemi endogène de l'Afrique ou d'un pays est plus dangereux que l'ennemi exogène. Parce que si le sorcier même a la possibilité d'exercer sa sorcellerie dans ta maison, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de ta maison des complices. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans notre pays. Ils nous ont déroulé 10 points sur lesquels la transition allait se dérouler. Ces 10 points, point par point, ont été violés au vu de tous les Guinéens. Ils ont fait arrêter tous les anciens dignitaires de l'ancien régime. Ils les ont foutus en prison. Ils ont mis en place une institution qu'on appelle la CRIEF pour réprimer et pour arrêter les délinquants économiques. Pendant que eux, aujourd'hui, au regard et au vu de tous les Guinéens, ils sont dans une bourgeoisie insolente. C'est le régime militaire le plus bourgeois aujourd'hui en Afrique. Mais qu'est-ce qui explique le silence finalement du peuple guinéen face à de telles dictatures? C'est un peuple résigné. Oui. Un peuple que tu peux pousser au bout de la mer et à qui tu vas donner le choix de se rebeller, de se révolter ou de tomber dans la mer, de plonger dans la mer. Il va plonger dans la mer. Sérieusement? Ah oui, c'est mon peuple. Malheureusement, je suis issu de ce peuple. Est-ce que ça vous désole souvent de voir ça? Ça me désole beaucoup. Oui. Ça me désole. Et j'avoue que je suis fier de mon combat parce que, à ce niveau, j'arrive à réveiller la conscience des jeunes. À ce niveau, j'arrive à dire aux jeunes, vous êtes en train de commettre un grand péché. Vous êtes en train de dormir. Je parviens à réveiller la conscience léthargique de la jeunesse. Parce que mon combat s'étale sur 2 décennies quand même. Donc, je peux me frotter les mains, je peux en être fier. Mais ce n'est pas le peuple dans tout son ensemble qui comprend cela. Mamadi Doumbouya, quand on le voit, chaque sortie, il y a des soldats de part et d'autres bien armés, bien équipés, entre autres. Est-ce que vous pensez qu'on peut déboulonner un tel pouvoir en Guinée-Conakry? Naturellement. Blaise Compaoré avait autour de lui les RSP. Ils étaient très bien équipés. Et j'étais là lorsque ça s'est passé. Le peuple va déboulonner les régimes les plus coriaces, les plus dictatoriaux. Il n'y a que le peuple pour les déboulonner. Le Burkina a donné un exemple frappant. Et en Guinée, je l'ai dit, il nous faut une insurrection populaire. Une insurrection populaire? Ben non, vous savez, je vais vous dire une chose. L'armée aujourd'hui en Guinée est désarmée. Je ne sais pas si vous comprenez. L'armée est désarmée. C'est-à-dire que l'armée républicaine,
les corps, les différents corps qui forment notre armée sont désarmés face aux forces spéciales qui ont été équipées, mais sérieusement équipées, pour pouvoir mater toute forme de manifestation militaire ou civile. Mais pour moi, jusqu'à présent, le peuple ne se rend pas compte qu'il a le vrai pouvoir. Et c'est ça ma mission, c'est d'amener le peuple à comprendre que c'est lui qui a le pouvoir. Et quand il prendra conscience de cela, je pense qu'aucun militaire n'acceptera d'appuyer sur la gâchette face à une foule. Alors, est-ce que le peuple guinéen n'est pas un peu traumatisé par les événements de 2009? Les événements de 2009, je risque de se répéter. C'est un peuple qui dort, c'est vrai, mais c'est un peuple qui est imprévisible, très imprévisible. Vous voyez? Et le repli identitaire, comme je l'ai dit, le communautarisme, vous revenez là-dessus, ça profite à ces gens-là. Ça profite à ces gens parce que le peuple n'arrive pas à trouver un consensus, n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur la forme de la manifestation ou sur la forme de la révolte. C'est ça qu'on va régler comme question. Est-ce que la constitution, la nouvelle constitution vue par Mamadi Doumbouya peut faire l'objet d'une révolte populaire en Guinée-Conakry? La nouvelle constitution, d'abord, là où je l'ai critiqué, là où je l'ai dénoncé, comment vous pouvez, dans un pays à 80% analphabète, faire une constitution à l'insu du peuple? C'est une constitution qui a été écrite et faite à l'insu du peuple. Je l'ai chanté dans ma nouvelle chanson où je dis qu'on est mal barré. Le CNT a fait voter des lois à l'insu du peuple parce que le peuple ne comprend pas ce qui est considéré comme contenu dans ce qu'on appelle une nouvelle constitution. Vous ne pouvez pas faire des textes, voter des lois en français pendant que 80% de votre population ne parle que Soussou, Malinké, Peul, Poulard et Guérzé et Kissi. Non. Premièrement. Deuxièmement, vous ne pouvez pas glisser un article pour déverrouiller ou pour faire sauter l'article 46 de la charte de la transition qui dit clairement que ni le président, ni aucun membre du CNT et de la transition n'est éligible aux élections après la transition. Vous ignorez cet article et vous insérez un autre qui dit que la candidature indépendante est autorisée avec les parrainages. Pendant que les partis politiques se sont donné tout le mal pour rester en règle et pour être en règle par rapport aux activités qu'ils exercent sur le territoire national. Ça, c'est une insulte, je pense que c'est un manque de respect. Est-ce que pour vous, Mamadi Doumbouya a finalement trahi le peuple guinéen? Il y a longtemps qu'il a trahi le peuple. Il a trahi, c'est une trahison. Est-ce que c'est un poids? Il représente aujourd'hui un poids pour la Guinée. Un poids dans quel sens? Un poids du genre, quelqu'un qui n'avance pas à un pays, mais qui est là, qu'on est obligé de supporter. On n'est pas obligé de le supporter, mais... Mais tel que je vous écoute, apparemment, il s'impose aux gens à la limite. Il s'impose parce que il pense, et lui et ses acolytes, ils pensent qu'avec les armes, ils pourront gouverner dans le sang. Ils pourront s'imposer, s'éterniser à la tête du pays. Mais tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que les Guinéens les mettent dehors. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire sortir les peuples dans la rue et puis l'armée va tirer comme en 2009 et puis faire des victimes? On a vu le procès récemment, des viols et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur que la Guinée sombre encore à nouveau dans ce genre de choses? Tout à l'heure, je l'ai dit, on risque de retomber, de ressombrer dans notre 28 septembre. Mais écoutez, la nation se nourrit de ses fils. Le Burkina aujourd'hui se nourrit de ses fils qui tombent au front, ses fils qui sont attaqués journalièrement par les terroristes. C'est comme ça se passe. Et donc, la Guinée doit accepter de faire le sacrifice. Vous avez payé le prix, un lourd tribut, pour être là où vous êtes aujourd'hui. Pour vous débarrasser d'une dictature qui vous a été imposée par les armes et par la force. Il faut qu'on accepte de payer le prix. La France, les États-Unis, tous ces pays ont payé le prix. On ne peut pas penser que la mondialisation aujourd'hui, que ces pays qui aspirent, ou entre guillemets qui se disent démocrates et tout, mais ces pays-là ont exécuté des milliers et des centaines de traîtres qui étaient des alliés de leurs ennemis. En France, après la guerre, mais des milliers de Français ont été exécutés. Des gens qui avaient pactisé avec les Allemands pour faire sombrer la France. Donc, qu'ils nous laissent ou que les gens arrêtent de dire qu'on a peur d'aller dans la rue pour mourir. Si moi, la libération de la Guinée doit passer par le sang que je dois couler, que je dois verser, je verserai mon sang pour que définitivement mon pays soit débarrassé de ça.
Moussa Dadis Camara reconnu pour crime contre l'humanité. On a vu le procès récemment qui a été tenu en Guinée. Est-ce que vous pensez que c'est un jugement pour l'histoire et pour l'exemple? Surtout pour ceux qui sont là. Surtout pour le CNRD. Surtout. C'est la leçon à tirer. C'est là. Ce n'est pas au peuple de tirer cette leçon. Mais c'est aux gouvernants aujourd'hui de tirer cette leçon. Parce qu'il y a une volonté aujourd'hui de se venger de Dadis. Parce que Dadis a fait arrêter certaines personnes qui sont aux affaires aujourd'hui pour trafic de drogue. Il les a fait arrêter, il les a fait condamner en 2009. Et ces personnes, malheureusement, se retrouvent aujourd'hui à la tête de la Guinée. Et ces personnes ont beaucoup œuvré afin que Dadis se retrouve là-bas sans comprendre que l'histoire les renvoie une leçon à tirer de tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être en harmonie avec le peuple. Si vous avez remarqué, la popularité du CNRD, la popularité du président Mamadi Doumbouya a chuté, a fortement et considérablement chuté en Afrique comme en Guinée. Cela est dû tout simplement au fait qu'ils ne sont plus en adéquation avec les promesses qu'ils ont tenues dès qu'ils sont arrivés. Est-ce que le procès du 28 septembre, du massacre du 28 septembre 2009 soulage un peu le peuple guinéen à partir du verdict qui a été prononcé? Au lieu de soulager le peuple, ça a divisé le peuple encore. Divisé. Oui, ça a effrité la cohésion sociale. Oui, je sais de quoi je parle. Quand vous prenez Toumba Diakité, vous prenez Dadis et ses compagnons, c'est des forestiers, ils sont soutenus par la forêt. Je suis de la forêt. Quand vous prenez les autres... Et les forestiers ne regardent pas un peu ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir? Non, la question en Guinée ne se pose pas comme ça. La question, comme je vous le dis, le grand obstacle, la grande muraille qui nous empêche encore de nous libérer complètement, c'est ça. C'est parce que forestier. Moi, je suis forestier. Est-ce que condamner Moussa Dadis Camara pour ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, ça vous plaît? Est-ce que vous reconnaissez quand même dans le jugement qui a été fait? Mais rappelez-vous que j'ai été le premier et le seul artiste à avoir attaqué et critiqué le régime de Dadis quand il était au pouvoir. Ça, vous le savez. Donc les forestiers, dans l'ensemble, ne sont pas d'accord, ne sont pas contre du reste le jugement qui a été fait? Non, pas tous les forestiers. Okay. Je parle de la majorité. Okay. Moi, je dis que je suis guinéen. Alors, je parle de ça parce que c'est une triste réalité. La condamnation de Dadis, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous comprenez? J'ai le même bâton avec lequel je tape tout le monde. Et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, que j'essaie de donner comme exemple à la jeunesse. Il faut être un bon Guinéen avant d'être un bon forestier. Il faut être un bon Guinéen avant d'être un bon Malinké ou un bon Peul. C'est-à-dire, il faut être un bon Djoula ou un bon Moussi avant d'être... Non, il faut être un bon Burkinabé, je veux dire, avant d'être un bon Djoula ou un bon Moussi. Donc, c'est un peu ça, ma philosophie. Donc, le 28 septembre, la leçon que nous avons tous tirée, il y a eu une manifestation face à l'entêtement d'un régime, d'un président qui a voulu rester au pouvoir, qui a, à travers ses propos, lancé des menaces, qui a dit qu'il allait se présenter, ôter la tenue. Et après, il y a eu des manifestations. Qui est condamné aujourd'hui dans un régime ou par un régime qui est en train de répéter la même histoire que lui. C'est ça. C'est ça le problème. Quand on regarde l'histoire de votre pays, la Guinée-Conakry, de Sékou Touré à Mamadi Doumbouya, on a l'impression que le pays a toujours souffert pour avoir des dirigeants alors que vous avez toutes les richesses dans votre pays. Comment vous expliquez ça? Non, Sékou Touré, ne mettez pas Sékou Touré dans la classe de ces gens-là. On peut enlever Sékou Touré, vous ne pouvez pas. Mais la Guinée aurait pu se développer mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Sékou Touré, je ne parle pas de sa gestion politique. Parce que sa gestion politique est entachée justement de cette histoire du Kambouaro. Et tout. Mais il n'y a pas eu, on n'a pas encore eu un président économiquement et de façon souveraine qui a été à la hauteur comme le président Ahmed Sékou Touré. C'est quand même le président qui nous a laissé 49 unités industrielles. C'est le président qui nous a laissé quand même une compagnie avec plus de 10 flottes. Aujourd'hui, Air Guinée n'existe pas. Vous avez quand même Air Burkina, on a Air Sénégal, on a Air Ivoire, on a Air partout. C'est le président qui nous avait laissé la plus grande imprimerie de l'Afrique de l'Ouest, l'imprimerie Patrice Lumumba.
c'est le président qui nous avait laissé les plus grands orchestres de l'Afrique, Bembeya, Jazz et autres, vous le savez. C'est-à-dire culturellement et sur le plan du football, AFIA 77, vous le savez. Alors c'est le président qui avait ouvert la Guinée sur le monde entier. J'aimerais que, statistiquement, après Sékou Touré, que quelqu'un vienne me dire que Lansana Conté a fait pareil ou que Alpha Condé a fait pareil. On avait des micro-barrages partout, il y avait de l'électricité en Guinée, autant de Sékou Touré. Donc, c'est le monsieur qui n'a pas bradé nos richesses. C'est lui qui a dit que Simandou, le plus grand gisement de fer du monde, ne sera pas bradé en son temps. Ça n'a pas été fait. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que Sékou Touré soit peint comme le président qui a mis la Guinée en retard. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est qu'après Sékou Touré, les Français, avec la complicité du régime du feu président Lansana Conté, ont mis à terre et ont détruit, anéanti tous les acquis qu'il avait laissés, au lieu de continuer le processus. C'est ce qui s'est passé. L'histoire du camp Boiro tout de même a entaché un peu sa gouvernance en Guinée-Conakry. C'est ce que je dis. Oui. Mais la gestion politique d'un président n'a rien à voir avec la gestion économique et les actions posées. Les actions posées, ça appartient au peuple. Ça, c'est des acquis qu'on laisse au peuple, qu'on doit pérenniser et fortifier. Mais si vous, dans votre démarche, vous détruisez les acquis parce que le président a fait arrêter ou a fait d'après vos 30 ans de mort, parce que moi je n'étais pas là, le camp Boiro, chacun a sa vérité. Hein. La vérité de fait, chacun peut raconter ça comme il veut. Vous êtes président de la Guinée-Conakry, l'histoire du camp Boiro, ça ne vous parle pas? Non, à vous entendre, on a l'impression que vous minimisez ce qui s'est passé. Alors que quand on a vu les premières images des personnes qui ont été libérées, c'était un ouf de soulagement pour les familles et même les personnes qui étaient détenues tout de même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. La différence entre Sékou Touré et Sankara, vous savez, c'était quoi? Sankara il s'est laissé tuer. Sékou ne s'est pas laissé tuer. Sankara, j'ai entendu des gens dire que Sankara a trahi la révolution en n'assumant pas ce qu'il devait faire. Parce que lui, personnellement, il avait estimé qu'en le faisant, qu'en passant à l'acte, il aurait trahi. C'est ce qu'il avait estimé, je crois bien. Mais Sékou, ça n'a pas été son cas. Il y avait des complots en Guinée. Je ne suis pas en train de minimiser le camp Boiro ou ce qui s'est passé là-bas. Pas du tout, loin de là. Moi, mon grand-père a fait le camp Boiro, mais mon père était le pilote direct du président Ahmed Sékou Touré. C'était le commandant de l'escadron des pilotes du président Sékou Touré durant 22 ans. Mais il n'a pas été au camp Boiro. Pourtant, il avait la vie du président Sékou Touré en main chaque fois qu'il décollait. Mais il n'a pas été au camp Boiro. Donc, pour terminer, ce que je vais vous dire, que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de faux complot fomenté par ses frères, par des gens qui voulaient régler des comptes à certains Guinéens. Mais du président directement aux Guinéens, je crois qu'il y avait des gens quand même qui étaient dans beaucoup de malversations, qui étaient dans beaucoup de choses et qui voulaient renverser son pouvoir. Est-ce que vous serez candidat encore face à Mamadi Doumbouya s'il s'entêtait à faire acte de candidature? Si c'est la seule alternative qui me reste, ou c'est la seule carte qui me reste à jouer, je le ferai. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas avoir l'argent encore une fois de plus? Je vais chercher des bailleurs. Cette fois-ci, je vais chercher des bailleurs. Vous avez appris du passé, hein? Effectivement. On est pratiquement à la fin de cette émission. C'est allé très vite avec vous. Je veux vous entendre rapidement sur la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Vous avez salué un tel projet. Vous pensez que c'est le début pour les États-Unis d'Afrique? Tout à fait. Oui. Je le pense et je suis convaincu que c'est le début des États-Unis d'Afrique. Et d'ailleurs, je l'ai salué parce que c'est mon combat de tous les jours. Ça a été mon combat de tous les jours. Je ne peux pas combattre un système et je ne peux pas vouloir d'une chose et que cette chose soit à sa phase embryonnaire et que je ne sois pas en adéquation avec cette chose. Je suis en adéquation parfaite avec cette idée, je l'ai dit, et c'est pourquoi d'ailleurs je suis au Burkina, j'étais au Niger, après j'irai au Mali, pour apporter mon soutien, mon expertise et mon encouragement. Est-ce que vous souhaitez que la Guinée fasse partie de l'AES? Le jour où je serai président, peut-être la Guinée sera de l'AES. Il n'y a rien à dire. Peut-être. Non, je dis quand je serai peut-être président. C'est clair, parce qu'avec ces gens-là, on a quand même, voilà quoi, on a quand même un chemin à faire. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse africaine? Le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse africaine, c'est d'accepter de converger vers l'idéal de l'unité. Parce que l'unité, pour moi, ce n'est pas seulement être unis sur le plan militaire ou le plan sécuritaire.
il y a des grands axes autour desquels les Africains peuvent se mettre ensemble. L'Union européenne, par exemple, chaque pays de l'Union européenne a ses priorités, a les pays avec lesquels, eux, ils ont des collaborations. Mais, en réalité, il y a des axes sur lesquels ils se mettent d'accord. Donc, pour moi, les jeunes Africains doivent arrêter de s'insulter sur les réseaux sociaux, comme quoi l'AES est ceci, l'AES est cela, c'est des gens qui sont ceci, c'est des gens qui sont cela. Non, ils doivent comprendre que ce qui a commencé, c'est une dynamique qui doit fédérer tous les autres États. Sur le plan sécuritaire, l'Afrique doit avoir sa propre armée. Une armée qui sera financée par les Africains, pas par l'impérialisme. Parce que nous connaissons et nous savons, si vous ne le savez pas, qu'il y a un moment où la force africaine en attente devait se mettre en place, financée par les impérialistes, mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas vu le jour. Il y a eu plusieurs projets similaires, avec des financements extérieurs qui n'ont jamais vu le jour. Exactement, parce que ça amène à la souveraineté de l'Afrique. Donc c'est pourquoi je demanderai à la jeunesse d'être plus mature dans sa réaction, d'être plus regardant dans le combat que nous menons. Il faut qu'on s'approprie de notre combat, parce que Nicolas Sarkozy, une fois en 2007 à Dakar, nous a insultés en disant que l'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Moi, je pense que du haut de mon expérience, de ma célébrité et de ma notoriété, je vais jouir de tout ça pour transmettre ces messages aux jeunes Africains. À quand, c'est la dernière question que je vous pose, à quand les États-Unis d'Afrique selon vous? Ça sera pour bientôt, parce qu'on n'acceptera jamais que l'AES meure. Je crois que c'est une opportunité, une aubaine qu'on ne doit pas abandonner, qu'on ne doit pas laisser mourir. Franchement, c'est difficile, mais ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de savoir que quand Kadhafi s'est fait assassiner, c'est parce qu'il était seul. Et aujourd'hui, il ne peut pas se faire attaquer sans que le Mali ne soit intéressé, que le Niger ne soit intéressé. C'est là d'abord, c'est le b.a.-ba de l'Union africaine. Donc pour moi, c'est la vision dans laquelle nous devons tous nous inscrire. Une Afrique unique, une Afrique unie, oui. Et à partir de là, maintenant, on pourrait avoir donc les États-Unis d'Afrique à partir de l'AES. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Eli Kamano, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est allé très vite avec vous. Je pense que peut-être la prochaine interview, on l'a fait à Conakry. Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne suite de séjour au Burkina Faso. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'était Eli Kamano, 40 ans. Il l'a dit, il ne renoncera jamais jusqu'à son dernier souffle à la candidature et éventuellement à la présidence de la Guinée-Conakry. On va suivre l'actualité ensemble. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. Et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.